Bonjour à tout le monde. On est en direct aujourd'hui pour notre 11e café rencontre. Donc, merci à tous ceux qui sont là. On est déjà, waouh, à 25 participants. Bravo. Donc, bonjour Dominique, bonjour Jade. Donc, on a avec nous Éducalois aujourd'hui qui va nous parler du droit du logement. Donc, je vais laisser la parole à Dominique qui va commencer déjà par nous parler d'Éducalois parce qu'on connaît pas tous Éducalois et ensuite à nous parler du sujet du jour. À toi, Dominique. Oui, donc mais bonjour tout le monde. Merci à Fio de nous recevoir comme ça sur Facebook. Je vais tout de suite commencer en partageant mon écran. Comme ça, on va pouvoir regarder mon PowerPoint, puis je vais pouvoir euh, présenter Éducalois. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Dominique, je suis avocate et vulgarisatrice juridique et aujourd'hui, on va parler de logement. Donc, on va parler tout ce qui entoure le bail, les appartements, être locataire, être propriétaire, tout ça. Et en fait, moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle Éducalois. Éducalois, c'est un organisme, oups, j'allais trop vite, c'est un organisme à but non lucratif qui fait de l'information juridique et de l'éducation juridique. C'est un organisme qui existe depuis 20 ans maintenant. Euh, vous pouvez voir à l'écran, je vous montre notre site web qui ressemble à ceci. Donc, notre site web educalois.qc.ca et on a une section consacrée au sujet d'aujourd'hui, en fait, le logement que je vous ai mis en jaune. Mais sur notre site web, vous trouvez un ensemble d'informations sur le droit de la famille, la séparation, les droits quand on travaille, les crimes, etc. Donc, vraiment, là, il y a de tout. Si vous vous posez des questions par rapport aux droits dans votre vie quotidienne, je vous invite à visiter notre site web educalois.qc.ca. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, on va parler de logement. Donc, je vous montre un peu à l'écran les différents sujets d'aujourd'hui. Donc, on va parler du bail, des droits et obligations du propriétaire et du locataire. On va parler du renouvellement du bail et quand on reçoit les avis, les augmentations, tout ça. Et on va parler aussi de la fin du bail, donc à quel moment on peut quitter son logement puis comment on peut le faire. Et à la toute fin, je vais vous donner quelques ressources aussi. Euh, donc, à chaque fin de ces sections-là, donc le bail, droits, obligations, renouvellement, fin du bail, je vais demander à Karine et à ma collègue Jade s'il y a des questions au travers du clavardage. Donc, n'hésitez pas, pour chaque section, il va y avoir une période de questions, puis à la toute fin aussi, on va aussi avoir une période de questions. Malheureusement, je ne peux pas répondre à des situations que vous vivez précises, par exemple. Donc, ça va être des questions plus générales que je vous invite à me poser. Puis, si il y a des ressources, vous avez besoin d'aller plus loin, on regardera à la fin avec les ressources, justement. Donc, pour commencer, je vais peut-être définir quelques mots que je vais utiliser à répétition aujourd'hui. Donc, les 4 mots que vous voyez à l'écran. Donc, d'abord, la question du bail. Je vais en parler un petit peu plus en détail juste après, mais le bail, c'est vraiment le contrat entre le locataire et le locateur ou le propriétaire. Donc, le locataire, c'est la personne qui paie un montant d'argent pour louer un logement. Et le locateur ou le propriétaire, c'est la personne qui possède ce logement-là, donc qui offre un logement au locataire. Dans la loi, on parle souvent du terme locateur. Dans le langage courant, on utilise un petit peu plus propriétaire. Moi, je vais plus utiliser propriétaire aujourd'hui. Et enfin, un mot qui va revenir assez souvent, c'est la régie du logement. La régie du logement, c'est le tribunal qui s'occupe des conflits entre les propriétaires et les locataires au Québec. Et il faut savoir que d'ici la fin du mois d'août, en fait, puis je l'ai écrit, la Régie du logement va changer de nom. Elle va s'appeler le Tribunal administratif du logement. Donc, au travers de la présentation, je vais mentionner un peu les deux, mais encore aujourd'hui, ça s'appelle la Régie, mais bientôt, il va y avoir une transition et on va appeler ce tribunal-là le Tribunal administratif du logement. Si on commence à parler un peu du bail, en fait, le bail, je vous ai montré une photo, mais je vous montre aussi dans le petit écran, le bail, ça ressemble à ça. En fait, c'est un contrat qu'on va signer entre le propriétaire et le locataire. Puis, donc, ce bail-là, il fait en sorte qu'en échange d'un loyer, le locataire peut utiliser le logement. Quand je parle de logement, je parle d'un appartement, mais je parle aussi d'un logement qu'on trouverait dans une coopérative d'habitation, qu'on retrouve dans un immeuble avec des logements à loyer modique. Donc,
HLM. Ça comprend aussi des chambres ou des maisons mobiles, par exemple. Donc, ça, c'est ce document-là qu'on va utiliser. Lorsqu'on loue un chalet, par exemple, ou une chambre d'hôtel, ce n'est pas inclus dans ce bail-là. Même chose pour une personne qui aurait une chambre dans un établissement de santé, ce n'est pas ce bail-là. Donc, par exemple, un CHSLD. Ce formulaire-là, au Québec, il est obligatoire et il doit être rempli par le propriétaire et le locataire. C'est un document qu'on retrouve facilement dans les dépanneurs, les tabagies et qui ne coûte pas très cher. Puis, ce document-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup d'informations qui concernent le logement, donc le montant du loyer, à quel moment on doit le payer, est-ce qu'il y a des choses qui sont incluses ou non dans le logement, des électroménagers, par exemple, des meubles. Ça va aussi prévoir la durée du bail. Donc, souvent, les baux sont d'une durée d'1 an au Québec, mais ils pourraient être plus courts, ils pourraient être plus longs. Ça, on va retrouver cette information-là là-dedans. Dans le formulaire, on retrouve aussi la loi. Puis, on retrouve aussi beaucoup d'informations sur les droits et les obligations. Ça peut être dans les parties un peu bleues ou à l'intérieur aussi, il y a... évidemment, je n'arrive pas à l'ouvrir. Il y a toute une section à l'intérieur en gris comme ça où on va retrouver aussi de l'information super pertinente qui reprend un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Lorsqu'on signe un bail, dans les 10 jours de la signature, le propriétaire doit remettre une copie au locataire. Et dans le cas où le formulaire n'a pas été utilisé, en fait, la plupart des droits et obligations dont je vais vous parler aujourd'hui s'appliquent quand même, mais c'est sûr que c'est toujours préférable d'avoir ce document-là. Dans le bail, en fait, il y a également, ça peut être également inclus dans le bail, un règlement. Et le règlement, en fait, ça ressemble un peu à ce que je vous montre à l'écran. C'est souvent un document qui va être annexé au bail ou même que des fois qui va avoir certaines spécifications dans le bail par rapport à ça, où là, le propriétaire va indiquer d'autres règles concernant le logement. Donc, la question des animaux, par exemple, l'entretien, l'utilisation des aires communes comme les corridors. Des fois, le déneigement va être inclus là-dedans, l'utilisation de certains espaces, les poubelles, le recyclage et tout ça, ça va faire partie du règlement de l'immeuble. Il faut savoir que le règlement de l'immeuble, il fait partie du bail. Donc, ce n'est pas seulement le formulaire bleu et blanc. Et dans le cas qu'il en existe un ou dans un immeuble avec un appartement, bien, ça fait partie du bail. Donc, le propriétaire doit le remettre également au locataire au moment de la signature du bail. Le règlement puis le bail doivent respecter la loi. Donc, au Québec, le Code civil vient encadrer la grande majorité de la relation entre le propriétaire et le locataire. Et il y a certaines choses que les propriétaires ne peuvent pas faire de la même façon qu'il y a des choses que les locataires doivent respecter aussi. Je vais vous donner quelques exemples de clauses qu'on peut retrouver dans des règlements ou dans des baux. Puis, normalement, si je fais comme un petit quiz avec ça, mais là, je vais le faire un peu avec moi-même. Mais donc, ici, par exemple, je vous pose la question, est-ce que ces clauses-là sont légales ou illégales? Donc, d'un côté, je vous pose, par exemple, le locataire doit payer le premier mois de loyer d'avance au moment de la signature du bail. Bien, il faut savoir que ça, c'est légal, en fait. Donc, lorsqu'on signe un bail, le propriétaire peut demander le premier mois de loyer au moment de la signature du bail. Mais par contre, là, je vous montre une deuxième clause où là, le locataire doit remettre au propriétaire un dépôt de 100 $ pour les clés ou pour s'assurer que le logement soit remis en bon état. Bien, en fait, ça, c'est illégal. Donc, au Québec, on peut seulement demander le premier mois de loyer au moment de la signature du bail et on ne peut pas demander une autre somme, un autre montant d'argent, comme par exemple ici un dépôt pour les clés ou un dépôt pour s'assurer que le logement va être en bon état. Donc, ça vous donne un exemple de ce qui est permis et qui n'est pas permis au Québec concernant le bail de logement. Si dans un bail, on retrouve la mention suivante, le locataire n'a pas le droit d'avoir d'animal dans son logement, eh bien, ça, c'est légal.
un propriétaire peut mettre des règles par rapport aux animaux dans le logement et peut le mentionner. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est possible d'en discuter avec le propriétaire, de voir est-ce que c'est possible de s'entendre, de négocier. C'est tout à fait possible, mais le propriétaire peut effectivement écrire dans le bail ou dans un règlement d'immeuble que les animaux ne sont pas permis. D'une autre façon, ici, on a une clause qui revient quand même souvent dans les baux où le locataire doit avoir une assurance habitation. Donc, dans un cas où il y aurait un accident ou un sinistre, ben là, le propriétaire il impose l'assurance habitation. Et également, ça, c'est tout à fait légal qu'un propriétaire impose ce genre de règles-là dans un bail ou dans un règlement d'immeuble. Évidemment, il faut l'accepter au moment de signer le bail ou au moment de renouveler le bail. Est-ce que, là, ça fait un peu le tour, je vous parle un peu de la question du bail, de la signature, comment on utilise ce document-là, puis à quel point il est important dans notre relation entre propriétaire et locataire. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions, Karine ou Jade, sur le sujet? Oui, on a des questions. On a déjà 2 questions dans le clavardage ici. Alors, la première question vient de Valérie, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum pour signer un bail? Au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour signer un bail, mais c'est sûr qu'un propriétaire va généralement vouloir qu'une personne soit en capacité de payer. Donc, lorsqu'on est mineur, souvent on a des revenus plus limités, mais une personne mineure peut signer un bail. Il n'y a pas de problème pour ça. La deuxième question vient de JC, c'est est-ce que le bail est un document obligatoire à signer avec le propriétaire quand on emménage dans un logement ou l'accord peut être tacite? Normalement, le bail, là, comme ça, le document bleu et blanc, il est obligatoire. Donc, c'est vraiment intéressant de signer ce document-là avec le propriétaire. Mais dans le cas où on a un bail qui serait verbal, donc les gens s'entendent et tout ça, la plupart de ce que je vais vous dire aujourd'hui va s'appliquer. Donc, s'il y a un conflit, s'il y a une situation problématique, il y a des droits et des obligations des deux côtés. Mais le bail, normalement, on doit utiliser ce document-là lorsqu'on signe le bail avec le propriétaire. C'est tout du côté du clavardage. Au niveau de Facebook, moi, j'ai aucune question. Est-ce que Jade, tu as des questions du côté de Éducalois? Oui, de mon côté, la première question, c'est pas directement avec le bail, en lien avec le bail. Par contre, il y a Laetitia qui me demande son propriétaire fait des rénovations majeures. Il refuse de leur dire c'est quoi. Par contre, il leur demande de mettre le permis de la ville dans la fenêtre. Elle demande qu'est-ce qu'il doit faire. Je vais parler un peu plus tard des réparations, des rénovations, Jade. Donc, je vais revenir à cette question-là. Donc, je ne vais pas y répondre tout de suite, mais j'y reviens. Parfait. Puis, une autre question, c'est que Cyrielle me demande je souhaite changer d'appartement au 1er septembre. Mon bail actuel a été automatiquement renouvelé jusqu'en juin 2021. Y a-t-il un préavis à respecter? Okay, parfait. Mais même chose, je vais y revenir à cette question-là. Donc, on peut garder les questions en banque. Je vais en parler un peu plus tard lorsque je vais parler de renouvellement puis de fin du bail. Parfait. Est-ce que de ton côté, Karine? Oui, j'ai encore d'autres questions. Est-ce que le propriétaire peut refuser une personne qui est dans l'aide sociale et sans travail? Ça, c'est une question super intéressante. En fait, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protège les gens contre la discrimination. Puis, effectivement, la question de ce qu'on appelle, attendez, je vais vous donner l'expression exacte, la condition sociale, ça peut être un motif de discrimination. Donc, c'est sûr qu'un propriétaire pourrait refuser une personne qui est incapable de payer le loyer, mais elle ne doit pas le faire parce que cette personne-là est pour le chômage ou elle reçoit du bien-être social. Donc, il ne pourrait pas y avoir de discrimination basée sur ce motif-là, en fait. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a un nombre maximum de signataires pour un bail? Ah, ça aussi, c'est une très bonne question. Honnêtement, pas que je sache, mais c'est certain que plus on est de locataires, là, plus les obligations sont comme partagées entre les locataires. Puis, il faut savoir que il y a comme 2 types pour les locataires qui sont plusieurs, il y a comme 2 façons de signer le bail. Soit on est de façon, ce qu'on appelle en droit conjointe. Donc, ça veut dire que, mettons que vous êtes 2 personnes sur le bail,
vous êtes deux personnes responsables du bail, mais vous êtes responsable au niveau de votre de la séparation en deux. Donc, par exemple, le loyer est de 600 $, ben, ça veut dire 300 $ par personne. Souvent, quand il y a plusieurs personnes, des fois, on va mettre les gens comme ensemble, ce qu'on appelle solidaire. Et là, ça fait en sorte que le propriétaire pourrait dire, ben moi, ici, je pourrais prendre une des personnes pour qu'elle me paie l'entièreté du loyer ou qui est responsable du logement à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de maximum de personnes pour signer un bail, mais plus on est, plus là, ça implique des gens dans un contrat, par exemple. J'ai une dernière question, c'est quitte du cas des demandeurs d'asile qui n'ont pas trouvé jusqu'à présent du travail. Est-ce qu'ils peuvent signer un bail? Ben, en fait, oui. Il n'y a pas de règles, mais c'est sûr que la plupart des propriétaires veulent faire en sorte de s'assurer que la personne va être capable de payer le loyer. Donc, Karine, tu posais la question au début, avant qu'on soit en live, savoir une personne qui n'a pas de crédit, par exemple. C'est sûr que l'enquête de crédit, c'est un des moyens, mais il pourrait y avoir d'autres façons aussi de montrer qu'on est en capacité de payer. Est-ce que ça veut dire montrer qu'on travaille, de montrer que quelqu'un peut cautionner pour nous, donc quelqu'un qui pourrait payer si on n'arrive pas à payer? Est-ce qu'on a du soutien? C'est ce genre de choses-là qu'on pourrait démontrer à un propriétaire pour dire, bien, regardez, je suis en mesure de payer ce logement-là. OK. Et la dernière question ici, c'est est-ce qu'on peut ajouter quelqu'un à un bail qui est en cours? Mais ça, c'est plus une question de voir avec le propriétaire si c'est possible. Mais généralement, on est responsable du bail comme locataire. Et puis là, ça serait de voir peut-être au niveau avec le propriétaire si lui il est d'accord pour ajouter quelqu'un en cours de bail. Bon, j'ai plus de questions ici. La question de Rudy, on va la garder pour un peu plus tard parce que je pense que ça concerne une autre partie de ta présentation. Parfait. Donc, je vais continuer la présentation. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Puis, sinon, à la toute fin, je vais garder une période aussi de questions. Puis, je vais pouvoir continuer dans la présentation. Donc, je vous ai parlé un petit peu au début de la question des droits et des obligations. Puis, je vous ai fait un petit tableau ici là, que vous pouvez voir à l'écran sur les obligations du propriétaire, les obligations du locataire. C'est sûr que là, aujourd'hui, moi, j'ai 1 heure avec vous. Il est déjà 20h. Donc, je ne peux pas entrer dans tous les détails et tout ça. Donc, je vais vraiment vous donner comme un aperçu de tout ça. Mais je ne pense pas que je vous étonne en vous disant que oui, on a des droits, par exemple, comme locataire ou comme propriétaire, mais ça veut dire aussi qu'on a des obligations. Donc, en droit, c'est très fréquent que d'un côté, on a le droit, mais ça veut dire qu'on doit faire aussi certaines choses. Donc, les droits ne viennent pas seuls dans des circonstances comme ça. Et en fait, je vais vous parler principalement de 4 obligations. Donc, la question du loyer, la question de l'état du logement en bon état. Je vais parler un peu des réparations aussi en troisième point. Et je vais parler aussi de ce qu'on appelle la jouissance paisible du logement ou la tranquillité du logement. Dans tous les cas, comme je le montre dans la diapositive, il y a des obligations de part et d'autre, en fait, dans cette relation-là, propriétaire et locataire. Il y a des obligations. Je vais d'abord parler de la question du paiement du loyer. Donc, le loyer, c'est comme assez central à la relation. Comme je disais, le contrat, c'est un locataire qui paye un loyer pour recevoir, mais pour pouvoir habiter dans un logement. Et le loyer, en fait, il est payable normalement le 1er du mois, sauf s'il y a une entente particulière qui est prévue dans le bail. Donc, ça pourrait être le 15, mais la grande majorité des loyers sont dus le 1er du mois. La loi prévoit que c'est payable en versements égaux, sauf peut-être le dernier mois qui peut être un peu moindre. Et en principe, c'est le propriétaire qui va chercher le paiement chez le locataire. Mais c'est sûr que maintenant, avec la technologie, avec tout ça, on peut s'entendre vraiment autrement, là. Donc, ça pourrait être par chèque, ça pourrait être aussi par virement Interac. De plus en plus, il y en a pour payer le loyer. Dans tous les cas, c'est important, puis même vraiment conseillé d'avoir un reçu, soit d'en remettre un comme propriétaire ou d'en demander un comme locataire pour montrer qu'on a bel et bien payé le loyer. Puis, de son côté, le propriétaire, lui, quand il reçoit le loyer, il a l'obligation de l'encaisser. Donc, de ne pas attendre une longue période de temps, il doit le recevoir et l'encaisser. Quand je fais ce genre de présentation-là, j'ai beaucoup de questions sur les retards de loyer. Puis, il faut savoir que dès que
le loyer est en retard comme d'une journée, il est considéré comme en retard vis-à-vis la loi. Donc, théoriquement, un propriétaire pourrait demander à la Régie du logement que le locataire paye son loyer. Généralement, il y a moyen de s'entendre ou de trouver des façons de faire, mais on considère que le loyer est en retard dès qu'on est rendu au jour 2, donc au deuxième jour. Dans le cas où le loyer est en retard de plus de 3 semaines, ou dans le cas que le loyer est payé souvent en retard et que ça cause un préjudice au propriétaire, le propriétaire peut aller à la Régie du logement pour demander de mettre fin au bail, ce qu'on appelle la résiliation du bail. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible si, comme je l'ai dit, il y a des retards fréquents dans le paiement du loyer et que ça cause un préjudice ou que le loyer y est de 3 semaines, plus de 3 semaines en retard. Si le propriétaire fait une demande à la Régie du logement, bientôt le tribunal administratif de logement, la Régie pourrait effectivement dire que le loyer est, que le bail est terminé, donc le bail est résilié, mais un locataire peut toujours payer les sommes qui sont dues avant que la Régie rende sa décision pour pouvoir éviter la résiliation, pour pouvoir éviter la fin du bail. Est-ce qu'il y a des questions par rapport vraiment à la question du paiement du loyer? Est-ce que vous en voyez quelques-unes? Parce que sinon, je vais passer à la question de l'état du logement. Oui, j'ai une question sur le paiement du loyer. Il y a Jocelyne qui dit, je paye mon loyer par Interac à mon bailleur. Il ne me délivre aucun reçu. Est-ce qu'il y a un danger pour moi? Bien, généralement, avec Interac, vous avez un courriel qui est lié à ça, qui va montrer que la personne a accepté le virement. Donc, ça reste quand même une preuve assez intéressante à conserver pour au cas où il y aurait un problème. Mais donc, la technologie fait en sorte qu'on peut tracer assez bien ce genre de montant-là. C'est surtout pour les gens qui vont payer en argent comptant, par exemple. Donc, montrer que le loyer a bel et bien été payé à chaque mois. Sur la partie, Jade, est-ce que tu as des questions sur la partie logement? Ben, c'est une question en lien avec la résiliation du bail. Donc, je ne sais pas si tu préfères que j'attende pour la poser. Oui, peut-être parce que je vais peut-être répondre à la question dans la section appropriée, mais c'est bon, je garde en tête qu'il y a une question plus tard. J'ai une dernière question, Oui. Dominique. Est-ce qu'un propriétaire peut augmenter chaque année le prix raisonnable d'un logement alors qu'il n'a fait aucune réparation? Je vais en parler de l'augmentation de loyer dans la question du marche. renouvellement. Donc, on garde la question en tête. Donc, parfait. Ça marche. Pour ce qui concerne l'état du logement et les réparations, je les ai mis ensemble dans la même diapositive, là, ce que je vous montrais au début dans mon petit tableau. Le propriétaire et le locataire ont des obligations par rapport à ça. Donc, de son côté, le propriétaire, il doit offrir un logement qui est en bon état et doit faire les réparations qui sont nécessaires au logement, sauf celles qui sont d'entretien. Dans le fond, toutes les réparations, puis le propriétaire a le droit de faire les travaux pour le logement. Là, ça, il y a des règles particulières. Je n'entrerai pas dans les détails, notamment au niveau des avis. Il y a certaines différences entre les réparations qui sont urgentes. Par exemple, il y a une fuite d'eau, il y a un problème électrique, ce genre de situation urgente. Les règles sont un petit peu différentes, mais le propriétaire a le droit de faire des réparations qui sont nécessaires au logement. Dans le cas qu'il y en a, ils doivent justement avertir dans un certain délai si les travaux sont quand même de grande envergure, si le locataire doit se reloger pendant une certaine période, l'avis doit être plus long, ce genre de choses-là. Les travaux doivent généralement avoir lieu entre 7h et 19h, sauf si le locataire est d'accord ou à moins que ce soit urgent. Comme je disais, il y a une fuite d'eau, il y a quelque chose, un problème, et on pourrait permettre que ça se fasse à l'extérieur de ces heures-là. De son côté, le locataire, lui, doit assurer les petites réparations d'entretien, puis s'assurer que le logement y est maintenu en bon état lorsqu'il loue le logement. Donc, par exemple, tout ce qui est retouche de peinture, boucher des trous, les ampoules, tout ce genre de choses-là, ça fait partie des obligations du locataire. D'ailleurs, si vous avez des questions plus particulières parce que des fois, c'est pas évident de savoir à qui appartient quoi, la Régie du logement pourrait vous orienter par rapport à ça ou les ressources que je vais vous donner à la fin, là, soit les comités logement ou les associations de propriétaires.
Le locataire doit également aviser son propriétaire s'il y a des réparations qui sont nécessaires d'être faites. Donc, il y a vraiment cette obligation-là d'aviser puis de l'informer par rapport à ça. Et à la fin, lorsque le locataire va quitter son logement, il y a également une obligation de remettre le logement dans le même état qu'il l'a reçu. Donc, c'est sûr qu'on reste longtemps dans un logement. Par exemple, il y a des gens qui vont rester 15-20 ans. C'est normal qu'il y ait une certaine usure, mais doit remettre le logement dans un état vraiment similaire à celui qui a été reçu au départ, au début du bail. Je sais qu'il y avait quelques questions par rapport aux réparations en début. Est-ce que vous voulez qu'on me les pose? Oui, il y avait une question de Rudy. Il y avait une question de Rudy qui disait: mon propriétaire n'entretient plus l'immeuble depuis des années. La malpropreté est bien visible. Dois-je le poursuivre à la régie pour l'obliger à maintenir la propriété de l'immeuble? Je lui ai parlé, mais il ne fait rien. Oui, bien effectivement, si d'un côté ou de l'autre, une personne sent qu'il y a des réparations qui doivent être faites, un entretien, c'est sûr qu'il faut passer par la régie du logement pour demander ce genre de choses-là. C'est important d'en parler avec le propriétaire. Ça peut être important de noter ce genre de choses-là par écrit aussi, pour montrer qu'un locataire a fait des démarches. Si la personne est intéressée, elle peut se tourner vers un comité logement aussi pour pouvoir l'accompagner dans ce genre de démarche-là. Il y en a partout au Québec, des comités logement. Puis, pour pouvoir entamer le processus, mais effectivement, la régie du logement, c'est elle qui va entendre ce genre de dossier-là. D'accord. On a Frédéric qui nous pose carrément deux situations. Alors, la première situation, l'un des ressorts d'une fenêtre a lâché lorsque celle-ci était ouverte. Fenêtre à cadre d'aluminium. Le propriétaire met la faute sur le locataire puisqu'il n'a pas bien utilisé la fenêtre. Le locataire insiste pour dire qu'il s'agit plutôt d'un bris d'usure normal en raison de l'âge des fenêtres. Le propriétaire ne veut pas réparer la fenêtre brisée. Est-ce que le locataire doit la remplacer à ses frais? Oh, c'est une bonne question. Puis ça, je pense que on est vraiment dans une situation où des fois on est parce que la loi, elle ne donne pas une liste d'éléments qui font partie d'entretien normal versus ce qui appartient au propriétaire. Fait que je dois être honnête que ça dépend vraiment de la situation à ce moment-là. C'est sûr que là, je vois qu'il a déjà tenté de communiquer avec le propriétaire, mais tu sais, là, ce serait difficile pour moi de dire effectivement c'est à qui appartient quoi dans les circonstances, mais c'est vrai qu'on est peut-être dans une zone un peu floue par rapport à l'entretien, comme je disais, de l'entretien de tous les jours, les petites réparations versus quelque chose qui appartiendrait plus à une réparation nécessaire au logement. Mm-hmm. La deuxième situation de Frédéric, c'est à l'entrée de leur logement, il y a une tringle de douche qui cède en l'utilisant dans les premières fois. Donc, pour pouvoir utiliser la douche qui a un besoin important, le locataire achète une tringle à ses frais, étant donné l'urgence de la situation. Et le locataire tente de partager les frais avec le propriétaire, mais celui-ci refuse et souhaite que le tringle lui soit donné, indiquant qu'il n'avait pas été avisé de l'achat. Est-ce qu'il doit donner le tringle au propriétaire? Encore là, si on est dans une situation comme un peu, puis je vais être très honnête, je n'ai pas la réponse là, concrète par rapport à ça, mais c'est sûr qu'on est vraiment dans une zone particulière où effectivement, on pourrait se dire, ben, le rideau de douche, ça appartient davantage plus aux locataires à ce moment-là, un peu comme les ampoules, par exemple, ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que considérant, je ne connais pas le logement hein, ou exactement comment c'est produit, ou là, peut-être qu'effectivement, on rentrerait plus dans quelque chose qui appartient au propriétaire à ce moment-là. Mm-hmm. Mais désolée, je ne peux pas répondre comme de blanc ou noir sur cette question-là. Je comprends. Il y a une autre question. Est-ce que la première personne à toucher, c'est le comité du logement ou c'est la régie lorsqu'on a des problèmes? Bien, en fait, les comités logement, ce sont des organismes à but non lucratif communautaires qui peuvent aider un locataire dans ses démarches auprès de la régie du logement. Donc, ça, c'est puis peut-être pour faire la lumière un peu sur ses droits aussi. Donc, mais si on veut entreprendre vraiment une démarche à la régie du logement, il faut passer par la régie du logement où là, généralement, il faut envoyer une mise en demeure d'abord au propriétaire et ensuite, on doit remplir une demande. Donc, c'est un genre de formulaire. Mais les gens du comité logement de la région de la personne pourra l'aider à faire ces démarches-là. Est-ce que Jade a des questions avant que je poursuive parce que j'ai beaucoup de questions? Oui, ben j'ai quelques questions à propos de à qui la faute, c'est qui est responsable de payer. Donc, tu disais, Dominique, que tu avais
des références que tu allais donner par rapport à ça? Oui, à la toute fin, effectivement, je vais donner des ressources. Puis je pense que dans les circonstances, là, on est dans un live sur Facebook, je ne peux pas répondre nécessairement à savoir est-ce que ça appartient au propriétaire ou au locataire, mais je vais donner des ressources à la toute fin. Puis je pense que ça va être super important. Mais comme je l'ai mentionné, par exemple, pour les locataires, les comités logement restent des ressources essentielles pour pouvoir les aider à naviguer là-dedans. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur les... Ben, je sais qu'il doit en avoir plusieurs sur les réparations, mais sinon, je vais continuer avec la question de l'utilisation des lieux. Il y en a une que je trouve importante quand même, c'est si le locataire par accident pose un problème majeur, par exemple un dégât d'eau, est-ce que le propriétaire a le droit d'exiger les frais de réparation? Faut-il prouver la responsabilité du locataire? Bien, c'est certain que s'il y a vraiment la faute du locataire, bien là, il pourrait être impliqué là-dedans. Il faudrait voir exactement ce qui se produit. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont prendre une assurance habitation à ce moment-là pour le protéger, ou pour les couvrir dans ce genre de situation-là. Un dégât d'eau, un incendie, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont bien souvent accidentelles. Mais c'est sûr que quand il y a une part de responsabilité qui vient du locataire, bien là, c'est possible que les frais doivent être partagés autrement, que ça n'appartient pas nécessairement juste au propriétaire. Je te laisse poursuivre, on va revenir sur les questions après. Parfait. Donc, je continue avec la question de ce qu'on appelle dans la loi la jouissance des lieux. Donc, encore une fois, une série d'obligations. Donc, d'un côté, le propriétaire doit s'assurer que y a la jouissance paisible du logement. Donc, un locataire peut jouir de son logement, peut être bien et tout ça. Et également, le propriétaire a l'obligation de ne pas entrer dans le logement à tout moment. Le logement, il appartient. Il est loué par le locataire, donc il peut en profiter, si on veut. Quand je parle de jouissance paisible, ça fait un peu référence à des fois lorsqu'on parle de troubles de voisinage ou tout ça. Donc, le propriétaire doit quand même garantir que le logement va être paisible. C'est sûr qu'il y a des inconvénients qui peuvent être normaux de voisinage, là, donc il y a quand même des gens qui habitent près de nous quand on habite en appartement, par exemple. Certains immeubles peuvent être un peu plus vieux aussi. Donc, la loi dit qu'on doit quand même tolérer certains inconvénients qui font partie de la vie en société, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Donc, par exemple, les questions de bruit, bien, dans la journée ou en début de soirée, ça se peut que les gens fassent plus de bruit qu'au milieu de la nuit. Justement, peut-être qu'au milieu de la nuit, là, c'est inapproprié. Et dans le cas où ça arrive, bien, le locataire doit informer son propriétaire pour que lui prenne des mesures auprès des autres locataires ou des voisins qui causent du problème. Donc, le propriétaire, s'il ne fait rien pour corriger la situation, encore une fois, le locataire peut se diriger vers la régie du logement. De son côté, le locataire, lui, il doit aussi s'assurer de ne pas troubler la paix des autres locataires, donc d'utiliser son logement de façon paisible ou normale, en fait. Dans le cas dans l'autre volet là, qui est l'entrée dans le logement, bien, il doit permettre l'accès au logement dans les cas précis, en fait, de la loi. Donc, le propriétaire doit généralement envoyer un avis de 24 heures pour aller dans le logement, s'il veut effectuer des travaux ou s'il veut faire visiter le bloc ou l'appartement par une personne qui serait intéressée à acheter, par exemple, s'il est en processus de vente. Il n'y a pas de préavis qui est obligatoire dans le cas où le propriétaire veut faire visiter, il y a une urgence, ou dans le cas où le locataire a annoncé qu'il quittait le logement et que le propriétaire veut faire visiter, mais c'est sûr que c'est toujours mieux pour le propriétaire d'aviser dans ce genre de circonstances. Les visites sont normalement permises entre 9h et 21h, donc 9h le soir, sauf évidemment si le locataire accepte ou dans le cas d'une urgence. Pour les travaux, encore une fois, c'est un petit peu différent. On parle de 7 à 19 heures. Encore une fois, sauf si le locataire accepte ou dans le cas où il y a une urgence. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce petit volet-là? Sinon, je vais tomber. L'autre section, c'est quand je parle de renouvellement puis d'augmentation de loyer. Donc, je pense que tu peux continuer. On va revenir sur les questions après. Parfait. Donc, je continue. Je ne sais pas du côté de Jade. Je ne sais pas si on a perdu Jade. Bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais continuer, puis on va parler. Puis, il y avait des questions aussi, Karine, tu me disais, il y avait des questions tantôt sur cette question-là. Donc, tout ce qui est augmentation de loyer et de changement au bail. Donc,
la loi au Québec prévoit qu'un locataire qui est dans son logement a le droit de rester dans son logement, dans ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux. Ça, c'est l'expression un peu consacrée juridique. Ça, ce qui fait en sorte, c'est que le bail est renouvelé automatiquement, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est prévu. Donc, sans que le locataire fasse des démarches, le bail se renouvelle. Si le propriétaire veut augmenter le loyer, veut modifier le bail, puis modifier le bail, ça pourrait aussi d'ajouter des choses dans le règlement de l'immeuble, par exemple. Il va ajouter quelque chose sur les animaux. Dans les dernières années, il y a eu des changements par rapport au cannabis, mais il y a certains propriétaires qui ont ajouté ces règles-là dans les baux. Le propriétaire doit attendre à un moment précis pour faire ces demandes-là, donc soit l'augmentation de loyer ou les modifications du bail. Donc, je vous montre un petit tableau. C'est sûr que c'est un peu technique, là, il y a plein de chiffres là-dedans. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à aller voir le site web d'Éducalois où on explique tout ça, puis également le site web de la Régie du logement qui l'explique également. Mais en fait, selon la durée du bail, il y a un moment où le propriétaire a le droit d'envoyer un avis au locataire. Donc, au Québec, il y a beaucoup de baux qui sont en fait de 12 mois, 1 an. Souvent, il y a beaucoup de baux aussi qui sont du 1er juillet au 30 juin. C'est assez fréquent, en fait, là, au Québec. Et ce que ça veut dire, c'est que la loi prévoit que de 3 à 6 mois avant la fin du bail, eh bien là, le propriétaire peut envoyer un avis pour augmenter le loyer ou modifier le bail, ou les deux, en fait, là, c'est possible. Ce que ça veut dire, si on a un bail au 1er juillet, ça veut dire que le propriétaire envoie cet avis-là entre le 1er janvier et le 31 mars. Si, dans le cas, il y a un exemple que tu me donnais tantôt, Karine, au 1er septembre, bien là, il faut faire le calcul, dans le fond, puis là, je le fais en live, là, fait que ça se peut que je le fasse mal, mais donc, il faudrait, ça serait jusqu'au, dans le fond, là, c'est quand même difficile de le faire comme ça, mais je pense que ça serait du 1er mars au 31 mai que pourrait pourrait envoyer cet avis-là. Donc, ensuite, lorsque le locataire reçoit cet avis-là, il y a 3 options. D'un côté, il peut aviser le propriétaire qui décide de quitter le logement, donc dire, ben moi, je trouve un autre logement, j'ai trouvé autre chose, je déménage, puis il va dire, je m'en vais du logement. Le locataire peut aussi dire qu'il accepte. Donc, on va accepter l'augmentation de loyer, on accepte les modifications et ça veut dire que le bail, lorsqu'on arrive, par exemple, au 1er juillet, bien là, le bail aura augmenté d'un montant d'argent ou que les nouvelles modifications vont être intégrées au bail, au règlement d'immeuble. Le locataire peut aussi dire qu'il refuse les modifications. Donc, dire je refuse l'augmentation de loyer, je refuse les modifications. Dans ce cas-là, le bail va être renouvelé identique. Donc, par exemple, au 1er juillet, il est renouvelé de façon identique, mais le propriétaire peut se dire, ben moi, je vais demander à la régie qui modifie le bail. Ce sera la régie qui devra trancher sur l'augmentation de loyer ou sur les modifications qu'il veut apporter au logement. Donc, juste vous dire que les locataires, il y a 3 options lorsqu'on reçoit ce genre d'avis-là et on doit répondre dans le mois qui suit le moment où on a reçu l'avis. Donc, par exemple, on reçoit l'avis le 15 février et on doit y répondre avant le 15 mars. Si on ne répond pas, à l'avis, bien, en fait, c'est comme si on avait accepté. Donc, on reçoit une augmentation de loyer, le propriétaire augmente le loyer de 15 $. Bien, si on ne répond pas, ça veut dire qu'au moment où le bail va être renouvelé automatiquement, bien, il va avoir augmenté de 15 $. Considérant les augmentations de loyer, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans le calcul, en fait, de l'augmentation de loyer qu'un propriétaire peut demander et ce n'est pas seulement lié aux réparations. Donc, oui, ça en fait partie. Si le propriétaire fait des réparations qui étaient nécessaires au logement, bien, d'une certaine façon, le loyer pourrait augmenter. Mais si, par exemple, l'électricité est inclus ou le gaz, puis il y a eu des augmentations dans l'année, bien, ça pourrait aussi justifier une augmentation du loyer. Même chose pour les taxes. Donc, dans certaines villes, les taxes augmentent. Dans certains quartiers, les taxes vont augmenter davantage. Les primes d'assurance aussi, si ça augmente, ça pourrait avoir un impact sur l'augmentation de loyer. Les frais d'entretien. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. À chaque année, la Régie propose
un pourcentage d'augmentation, mais c'est sûr que c'est beaucoup du cas par cas. Donc, chaque situation, puis ce pourcentage-là n'est pas obligatoire, là, donc à savoir, mais vont quand même en publier un sur leur site web. Ça peut nous aider ou aider les locataires, en fait, à savoir est-ce que cette augmentation-là, elle est correcte, par exemple, mais chaque situation est particulière, chaque bloc appartement est différent, chaque situation de taxe est différente, par exemple. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, il n'y a pas de ligne pour tout le monde en même temps. La Régie du logement propose aussi un outil de calcul qu'on peut remplir avec le propriétaire pour voir un peu c'est quoi l'augmentation qui est suggérée. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant, mais c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de données pour le remplir correctement. Puis ça peut être quelque chose qu'un locataire peut demander à un propriétaire là, de montrer un peu les chiffres qui expliquent l'augmentation de loyer pour mieux comprendre un peu ce qui est demandé. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à tout ce qui est le renouvellement du bail, les modifications, l'augmentation de loyer? Moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'un propriétaire peut refuser de renouveler le bail d'un locataire? Normalement, non. En fait, les locataires ont le droit de rester dans leur logement. Il y a des exceptions particulières, puis peut-être le mentionner, il y a des exceptions dans le cas des coopératives, des logements à loyer modique et dans le cas où c'est des habitations qui sont neuves, donc de moins de 5 ans. Je ne veux pas rentrer dans le détail puisque c'est un peu plus technique, mais pour une personne qui se retrouve dans ces situations-là, le renouvellement de bail est un petit peu différent que pour les autres locataires. Donc, tu as juste le mentionné, donc coopérative, loyer modique ou dans le cas des immeubles qui sont neufs. Donc, il y a peut-être des petites règles différentes, là, mais généralement, c'est les règles qui sont là, puis c'est le maintien dans les lieux. Mm-hmm. De mon côté, Oui, vas-y, Jade. De mon côté, je pense que tu as bien répondu à pas mal de questions. Sinon, il y avait si un locataire a une entente avec un propriétaire par rapport à le fait de payer son loyer, mais pas seulement en argent, en service, en réparation. Puis là, le nouveau propriétaire refuse d'avoir cette entente-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est une question qui est intéressante. C'est pas une situation que moi j'ai vue souvent, là, honnêtement, mais c'est sûr que lorsque mettons, un bloc est vendu puis qu'on a c'est un nouveau propriétaire, des fois les gens on se dit il va falloir que je déménage, mais non, les gens ont le droit de rester dans le logement. Je vais parler un petit peu des exceptions par rapport à ça. C'est sûr que là, ça dépend quel genre d'entente qui était prévu, honnêtement. Là. Donc, je pas répondre concrètement à ça, mais c'est intéressant comme question, honnêtement. Là, ça mériterait une petite recherche de ma part. Merci. OK, je peux passer à la prochaine section qui est sur la fin du bail, en fait. Oui, donc, vas-y, on peut toujours revenir sur les questions après. Vas-y. Oui, parfait. Donc, ici, c'est une question que normalement je pose quand je donne cette formation-là, mais tu sais, quand je vais poser la question, et là, peut-être dans votre tête, vous pouvez vous dire si c'est vrai ou faux, mais un locataire peut toujours mettre fin à son bail s'il avertit le propriétaire 3 mois à l'avance. Bien, il faut savoir que ça, c'est faux. C'est un mythe que j'entends vraiment souvent, en fait. Il y a beaucoup de locataires me disent, ah ben, moi, j'ai averti mon propriétaire 3 mois à l'avance, donc je peux quitter. En fait, c'est pas le cas. C'est sûr qu'on peut, pour un locataire qui souhaite quitter, peut toujours s'entendre avec son propriétaire pour mettre fin au bail. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Dire, j'ai une opportunité, je déménage, etc. Est-ce que ça te convient que je termine le bail à telle date? C'est possible de s'entendre avec le propriétaire, mais le propriétaire n'est pas obligé de dire oui. Quand on signe un bail, on signe vraiment un contrat. Mais si le propriétaire dit oui, bien, je vous conseille de garder une note de ça, une preuve écrite qu'il a bel et bien accepté. Si on veut quitter son logement, on doit envoyer un avis au propriétaire dans les mêmes délais que je vous parlais plus tôt au moment où le propriétaire vous envoie un avis de modification, d'augmentation de loyer. Soit au travers de cet avis-là, vous répondez que vous quittez le logement, ou si le propriétaire ne vous en envoie pas, des fois les propriétaires n'envoient pas de cet avis-là, vous devez, le locataire doit envoyer cet avis-là dans cette période de temps qui est prévue, et cette période de temps-là dépend de la durée de votre bail. Si vous avez un bail de 1 an, bien, ça veut dire que c'est de 3 à 6 mois avant la fin du bail, vous devez envoyer un avis qui dit « Je quitte
le logement. Sinon, le bail va être renouvelé automatiquement. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis, à la fin, puis là, j'ai déjà mentionné, mais dans la mesure du possible, le locataire doit remettre le logement dans l'état où il l'a reçu. La loi permet quand même certaines situations où le locataire peut quitter son logement dans certaines situations prévues, donc des cas spéciaux où la loi dit on peut mettre fin au bail à des moments particuliers. Puis là, je les ai mis à l'écran, mais lorsqu'un locataire se retrouve dans une situation de violence conjugale ou violence sexuelle, il peut faire une demande pour que son bail arrête en plein milieu. Même chose pour un locataire qui ne peut plus habiter son logement en raison d'un handicap. Dans le cas d'une personne âgée qui déménage pour des raisons de santé, généralement dans un lieu approprié pour recevoir des soins de santé comme une résidence ou un CHSLD. Ou dans le cas, un locataire a reçu, dans le fond, est admis dans un logement à loyer modique. La loi permet au locataire de mettre fin à son bail. Il faut savoir que la fin du bail, c'est 2 mois. En fait, ça nous donne 2 mois pour quitter le logement. Donc, on a 2 mois à payer encore. Ça ne met pas fin au bail de façon immédiate. Mais si le propriétaire trouve quelqu'un avant les 2 mois, ben là, on n'a pas à payer le loyer pour ces mois-là. C'est aussi possible puis là, ça répond à la question dont tu me posais, Karine, c'est possible aussi de faire une cession de bail ou une sous-location. Donc, dans le cas où, par exemple, je suis locataire, mon bail a été renouvelé, mais j'aimerais quitter, c'est possible de soit faire une cession de bail ou une sous-location. Donc, dans la cession, c'est que moi, je vais trouver quelqu'un, puis je vais laisser mon bail à une autre personne. Ça veut dire qu'après, je ne suis plus du tout responsable du bail. Le propriétaire ne peut pas refuser la cession de bail sauf pour un motif sérieux. Vous mentionnez. Dans le cas de la sous-location, ça va être une autre personne qui va habiter dans le logement, par exemple, qui va payer le loyer, mais le locataire va rester responsable du bail. Donc, des fois, il y a des gens qui vont utiliser ça s'ils quittent pendant quelques mois, par exemple. Des fois, pour une opportunité à l'étranger, pour un long voyage, pour aller voir de la famille. Donc, le logement va être disponible, puis on va utiliser la sous-location pour avoir quelqu'un qui sera là, qui va payer le loyer, mais on demeure responsable. Le locataire demeure responsable du logement quand on est en sous-location. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ces notions-là? Je vois le temps qui file, là, donc... Non, pas particulièrement. C'est plus des questions sur, sur la partie montant du bail. On a une situation de Frédéric qui dit que le montant inscrit sur le bail est différent de l'entente verbale qu'il y a eu entre le propriétaire et le locataire. Et aujourd'hui, le propriétaire réclame $300 de frais supplémentaires pour s'accorder avec l'entente verbale, alors que ce n'est pas écrit sur le bail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est sûr que le bail, généralement, comme ça, le bail ici, on va le signer à une date précise et il va avoir il va avoir la durée du bail. Donc, par exemple, on peut avoir signé un bail en 2015, un montant, mettons, de $800 pour un logement. Bien, au fur et à mesure, le bail va augmenter. Ça va venir avec les avis qu'on va recevoir. Ça peut être aussi par courriel. Donc, il faut quand même garder un peu suivi par rapport à ça. Puis c'est très possible qu'en fait, ce qui est écrit dans le bail pour l'année où on l'a signé, bien, quelques années plus tard, ça ne soit pas exactement la même chose. Donc, quand on modifie le bail, ça vient comme l'ajouter. Puis c'est d'où l'importance souvent de garder des traces, en fait, de ce genre de discussion-là. Quand je vous parlais de l'augmentation du loyer, une personne peut refuser. L'augmentation, on peut aussi négocier avec le propriétaire. Donc, le propriétaire vous demande 25 $, vous lui proposez 15 $, il accepte. Le loyer va être augmenté de 15 $. Mais c'est toujours préférable de garder une note écrite. Comme si on se retrouve dans une situation où on doit aller devant la régie du logement, devant le tribunal administratif du logement, bien là, on va avoir la documentation écrite qui montre un peu l'évolution du bail au travers des années. Frédéric dit qu'il a bien compris, donc super, on va passer à une autre question. Ça, c'est pas par rapport au bail, c'est par rapport aux perturbations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quitter son bail parce qu'on voit des cafards et des fourmis en permanence? C'est sûr qu'il y a des...
des situations particulières comme ça où là, le logement, il devient ce qu'on appelle impropre à l'habitation ou que la question de l'insalubrité. C'est sûr que quand un logement il devient une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des gens, eh bien là, le locataire a certains droits et peut quitter un logement qui devient insalubre, donc quand il est impropre à l'habitation. Mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver, quand même, des infestations, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais donc, si on avertit le propriétaire qu'il prend des mesures et tout ça, ben là, c'est clair qu'il y a une proactivité du propriétaire à ce moment-là. Mais autrement, quand on arrive à un certain point où le logement, comme je le disais, il pose une menace sérieuse pour la santé, la sécurité, eh bien là, il y a des droits pour les locataires. Encore là, il y a comme toutes sortes de particularités. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, mais je conseillerais aux locataires de s'informer davantage avec les ressources que je vais donner à la fin pour être sûr qu'il va quitter le logement et qu'il n'y aura pas à payer des loyers, par exemple, ou qu'il n'y aura pas de conséquences de quitter le logement. Chaque situation est unique, encore une fois, mais il existe des règles lorsque le logement il est une menace pour la sécurité puis la santé des habitants, des locataires. Je te laisse continuer d'abord. Jade, est-ce que tu as des questions? Oh, Jade, ton micro, je crois qu'il est éteint, donc j'entends pas. Oui. Tu peux continuer. Tu réponds pas mal au fur et à mesure. OK, parfait. Donc, je vais continuer. Il ne me reste pas beaucoup de diapositives, fait qu'après, s'il y a d'autres questions, on va avoir un peu de temps. Une question que je reçois souvent aussi, c'est la question de est-ce qu'un propriétaire peut forcer un locataire à quitter le logement? Comme je le mentionnais, normalement, le principe en droit, c'est que le locataire a ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux, donc peut rester dans son logement. Puis, en fait, mais il existe quelques exceptions, en fait. Là. Donc, les exceptions, là, encore une fois, le propriétaire doit respecter certaines règles par rapport à ça, mais ce sera possible dans le cas où le propriétaire veut faire une subdivision du logement, veut l'agrandir ou veut changer l'affectation. Donc, par exemple, un logement qui va devenir un local commercial. On change complètement l'affectation ou le rôle du logement. Eh bien là, le propriétaire pourra évincer, mais il faut respecter des règles, des avis, des délais. Puis généralement, si je ne me trompe pas, c'est 6 mois, là, tout ça. Un propriétaire aussi peut faire une reprise de logement, donc dire que lui-même ou un membre de sa famille veut habiter le logement. Donc ça, c'est possible aussi. Encore une fois, il faut envoyer un avis d'avance. Et comme je le mentionne sur la diapositive, il y a beaucoup de règles à respecter par rapport à ça. Dans le cas où, pas dans le cas d'une reprise, mais dans le cas d'une éviction, il y a des indemnités qui vont être payées, puis des frais de déménagement, par exemple. Peut-être une information supplémentaire lorsqu'on parle de personnes de plus de 70 ans qui habitent depuis un certain temps dans un logement, donc 10 ans, puis qu'il y a certains revenus, ben là, à ce moment-là, la reprise du logement ou l'éviction va respecter encore des règles encore plus précises pour protéger les personnes aînées. Puis là, il existe toutes sortes de règles et tout ça. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le détail, ça devient un peu particulier, mais donc, de façon générale, le locataire a le droit de rester dans son logement. Le propriétaire peut faire certaines démarches dans certains cas précis prévus par la loi et il doit respecter des règles par rapport à ça. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais dans le cas où un locataire ne va pas respecter ses obligations, eh bien là, le propriétaire doit faire la demande à la Régie du logement ou au tribunal administratif du logement. Là, je me rends compte que je ne sais pas pourquoi, mais ma diapositive est comme en anglais, donc les mots sont un peu bizarres, mais Régie du logement, tribunal administratif du logement. Et de l'autre côté, pour le propriétaire qui ne respecte pas ses obligations, bien, c'est la même chose. Encore une fois, c'est le tribunal qui s'occupe des conflits, des relations entre les propriétaires et les locataires. Donc, c'est par là que ça passe. Peut-être je vais vous parler rapidement des questions des ressources. Donc,
comme je l'ai dit, sur le site d'Éducalois, il y a de l'information. En fait, tout ce que je viens de vous parler aujourd'hui, ça se retrouve sur notre site web. Donc, vous pouvez aller consulter les différents articles dans notre section logement. Il y a la question de la régie du logement également. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone ou leur site web. Puis, ils ont de nombreuses ressources par rapport à ça. Il y a des comités logements dans toutes les régions du Québec. Là, donc, sur le site du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, vous avez une liste avec les numéros de téléphone, les adresses et tout ça. Donc, vous pouvez les rejoindre directement pour les locataires qui ont des questions ou qui veulent entreprendre des démarches, puis ils veulent être accompagnés. Et pour les propriétaires, bien, il y a aussi des associations qui offrent des services pour s'ils ont des questions ou s'ils ont des problèmes juridiques. Donc, peut y accéder. Au niveau du point de vue plus légal, si une personne cherche un avocat ou veut parler avec un avocat, il y a des services qui sont offerts par le Barreau du Québec et la Régie du logement. Également, je vous ai mis des références pour trouver un avocat. Donc, vous pouvez passer par le Barreau du Québec ou par un site qui s'appelle Jury Référence si vous cherchez un avocat. Et peut-être mentionner aussi que dans la plupart des régions du Québec, notamment en Outaouais, il y a des centres de justice de proximité où les gens peuvent aller rencontrer des avocats gratuitement pour discuter de ce genre de situation-là, pour voir un peu, recevoir de l'information juridique. Et il y a aussi, puis là, je n'ai pas mis la liste, mais un peu partout au Québec, il y a des ressources, des cliniques juridiques qui peuvent être spécialisées ou non dans ce domaine-là, mais qui pourraient accompagner les gens au travers des situations de logement. Donc, ça complète un peu la présentation. Je sais qu'à la fin, je suis allée peut-être un peu rapidement, mais je voulais quand même vous donner l'ensemble de l'information. Là, je vois qu'il est presque 15 heures, donc on s'était dit jusqu'à 15 heures, mais je peux prendre encore quelques questions s'il y en a, et je crois qu'il y en a. Oui, il y a beaucoup de questions. Déjà, il y a une question, il y a quelqu'un qui souhaiterait que tu parles des logements subventionnés. Je ne sais pas si tu peux en parler. Ça dépend de quelle façon, mais honnêtement, la présentation ne touchait pas ce sujet-là particulièrement. Donc, puis je ne sais pas c'est quoi la question en particulier là, pour ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas en parler, mais sachez qu'il y a des ressources pour ces questions-là. Il y a différents modes, il y a différents types de subventions aussi. Là, donc, comme je ne connais pas, je ne veux pas entrer dans le détail. Là. OK. Donc, je pense qu'on va peut-être au niveau de la FIU voir si on peut trouver des réponses à cette question ou des informations qu'on pourrait partager à cette Parce que personne. souvent, d'un côté, il y a des suppléments au loyer, il y a des logements à loyer modique et il y a aussi des coopératives et chacun un peu des règles un petit peu différentes par rapport à ça. OK. Donc, je précise que la présentation va être partagée parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. On va pouvoir le leur envoyer après. Et pour revenir aux questions, on a une question. Dans le cas d'une colocation dans sa propre maison, peut-on demander au colocataire de partir? Oh, là, il y a des règles particulières, en fait, parce que quand on a quand il y a des... Attendez, je vais juste me remettre dans mes petites notes là, pour être sûr que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, quand au début, je vous disais que le bail en question, mais ça ne touche pas certaines situations, comme par exemple louer une chambre d'hôtel, par exemple. Mais dans le cas où la chambre est louée par un propriétaire qui est dans sa résidence principale et qui a au maximum 2 chambres qui sont louées, puis que ces chambres-là ne possèdent pas, c'est pas comme des petits appartements, par exemple, qui ne possèdent pas de sortie ou d'installation sanitaire indépendante, bien, en fait, ce n'est pas ces règles-là qui s'appliquent à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans la même situation dans le cas où une personne a une maison et loue maximum 2 chambres dans cette maison-là. Mais les règles dont je vous parle ne s'appliquent pas. Super. On a une autre question, c'est dans le cas où est-ce que le locataire peut mettre fin à la sous-location s'il se rend compte que le sous-locataire crée beaucoup de situations accidentelles qui l'engagent? J'avoue que c'est une très bonne question. Puis, comme le locataire demeure responsable du bail, j'aurais tendance à croire que oui, mais c'est sûr que là, il y a quand même comme un contrat qui s'est formé entre le sous-locataire et le locataire à ce moment-là. Mais
comme le locataire est responsable du bail, ben, il doit prendre des mesures pour s'assurer de remplir ses obligations, comme on a mentionné. Donc, s'il y a des problématiques, bien là, à ce moment-là, il pourrait utiliser certains recours. Okay. Ici, on me demande si la personne qui cautionne la signature du bail, est-ce qu'elle est responsable pour les renouvellements subséquents? C'est une bonne question. Et là, je fouille dans ma tête de juriste, mais normalement, il faudrait que, il me semble, au niveau du cautionnement, que le cautionnement n'est pas à l'infini, en fait. Donc, lorsque le bail est renouvelé, bien, il faudrait renouveler le cautionnement avec le bail, si je ne me trompe pas. Merci. On a une question sur le bon voisinage. Il y a une dame qui dit qu'elle vit avec des petits-enfants qui ont fait beaucoup de bruit pendant le confinement et le voisin se plaint qu'on lui cogne sur la tête. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien, c'est sûr que là, on est dans des situations particulières en ce moment où normalement, les gens seraient à l'extérieur de leur logement et puis là, se retrouvent à l'intérieur. Donc, c'est sûr que dans les circonstances, on espère que ce ne sera pas pour le long terme. De la même façon, il y a des familles qui habitent dans des logements, puis ça fait partie des fois des bruits raisonnables qui font partie de familles qui sont dans des logements et tout ça. C'est sûr, il faudrait, là, je n'ai pas les détails, mais ça dépend effectivement de quel genre de bruit, puis à quel moment, de quelle intensité et tout ça. Mais comme locataire, il faut accepter comme je disais, certains inconvénients de la vie en société, en collectivité, dans un bloc appartement, par exemple. Mais c'est sûr que là, il ne faut pas que l'autre dépasse un peu ces limites-là, mais qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, puis d'une personne à l'autre souvent, mais ça dépend vraiment du moment, de l'ampleur, de l'intensité, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des bruits qui sont un peu inhérents à habiter ensemble. Forcément. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qu'un locataire peut faire si l'appartement qui est délivré est insalubre, en mauvais état, et qu'il ne s'agissait pas de l'appartement pour lequel il a visité? Parfois, les locataires font dire que l'appartement n'est pas libre et vont visiter un appartement voisin en meilleur état. Le bail est signé dans le seul cas de figure. C'est une situation qui est assez particulière. C'est sûr que ça dépend de l'état du logement, puis ça dépend aussi de ce qui est prévu au bail. En fait, là, quand l'adresse qui est mentionnée, le numéro de l'appartement, ce genre de détails-là. Dans le cas où le logement est vraiment dans un état, et puis c'est sûr qu'il y a comme un spectre, là, mais dans le cas où le logement est vraiment dans une situation insalubre, bien là, le locataire pourrait ne pas vouloir le prendre, en fait. Puis, c'est des choses qui sont possibles. Mais encore là, ça dépend de l'état du logement, puis ça dépend de la situation. Est-ce que le renouvellement d'un bail peut se faire de façon tacite, sans écrit? Bien, en fait, s'il n'y a pas oui, ça se peut. En fait, si le propriétaire n'envoie pas d'avis, le bail est renouvelé de façon tacite, il est renouvelé automatiquement. Donc, ça fait partie du droit au locataire de rester dans les lieux. Ça se peut que les avis se fassent de façon orale, mais il reste que, comme je le mentionnais, c'est toujours une bonne idée d'avoir ce genre de détails-là par écrit, en fait, de s'entendre, de dire, OK, on s'est entendu sur un montant, sur cette modification-là, on s'entend que le propriétaire, c'est tant mieux, mais de le noter par écrit. Mais autrement, s'il n'y a pas d'avis qui est envoyé, s'il n'y a pas de modification, si le locataire reste dans son logement, bien, le bail est renouvelé. Et une question par rapport aux immeubles insalubres. Est-ce qu'il y a un organisme qui fait des inspections dans les immeubles insalubres, surtout pour les nouveaux arrivants? Ben, en fait, ça appartient généralement à la municipalité, ça. Donc, par exemple, moi, je suis dans la ville de Montréal. La ville de Montréal a des inspecteurs. Je crois que la plupart des municipalités des villes ont des inspecteurs pour vérifier certaines choses par rapport à la salubrité des logements, si est-ce qu'ils sont impropres à l'habitation, ce genre de choses-là. Donc, à ce moment-là, ça se passe au niveau de la ville qui utilise ses pouvoirs pour vérifier ce genre de choses-là. Et une dernière question que moi j'ai, c'est par rapport au logement. Voilà, une dame qui est arrivée dans son logement en hiver et le propriétaire lui avait promis de faire la peinture en été et de changer le tapis, sauf qu'il n'a pas fait. Et ça fait 6 mois. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Effectivement, normalement, lorsqu'on s'entend puis on demande certaines choses avant, ben, le propriétaire devrait normalement faire les réparations. Des fois, puis là, c'est sûr que la question de la peinture, c'est une question aussi que je reçois qui est pas nécessaire, qui est encore un peu entre à qui appartient cette obligation-là. Mais c'est sûr que si c'est prévu dans le bail, si c'est prévu, ben là, il faudrait voir un peu c'est quoi les démarches qu'on peut faire avec la régie du logement à ce moment-là pour demander. Mais c'est sûr que d'en parler avec son propriétaire, de l'aviser, c'est toujours une bonne chose, là. Puis il y a aussi la mise en demeure qui peut être utilisée à ce moment-là. Est-ce que Jade a des questions de son côté? Sinon, moi, j'en ai une dernière. Si on avise un bailleur de sortir à une date et que par la suite, on ne trouve pas un autre local, est-ce qu'on peut rester? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Donc, on dit qu'on veut quitter le logement, mais qu'on ne trouve pas de logement, c'est ça? C'est ça. On dit qu'on veut quitter, par exemple, le 1er août prochain et finalement, on ne trouve pas où aller le 1er août. Est-ce qu'on peut rester? Normalement, si on a avisé le propriétaire qu'on mettait fin au bail ou qu'on ne renouvelle pas le bail, eh bien là, il faut comme un peu respecter. Comme je disais, c'est un contrat. C'est sûr que s'il y a des situations de vie qui arrivent, on peut en parler avec le propriétaire, voir s'il y a une ouverture, mais le propriétaire n'est pas obligé d'accepter puisqu'on a mentionné qu'on quittait à cette date-là puis que le bail prenait fin. Bon, j'ai plus de questions de mon côté. On va juste faire le tour avec Jade pour voir si elle a des Parfait. questions. J'ai l'impression que Jade s'est peut-être déconnectée. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas là. On va peut-être attendre un petit 30 secondes, mais comme je vous disais, je vous invite puis je remets peut-être mes ressources, mais pour la plupart de ce que je vous ai dit aujourd'hui, en fait, ça se retrouve sur notre site web. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou bien, là, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations en 1 heure. Donc, pour le lire peut-être plus à tête reposée, sur notre site éducalois.qc.ca, vous allez trouver l'information dont vous avez besoin. Merci, Dominique. Donc, là, comme Jade ne revient pas, on peut... Oui, je pense que si elle ne revient pas, on va pouvoir arrêter la séance. Juste une info de côté de AFIO, c'est que la semaine prochaine, notre café rencontre, ce sera sur l'entrepreneuriat des femmes immigrantes. Donc, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les femmes. Et donc, je pense que l'annonce sera en ligne d'ici ce soir. N'oubliez pas de vous inscrire et de rester avec nous. Merci à tous d'être arrivés. Merci, Dominique, pour ta précieuse contribution. Merci, j'espère que c'est apprécié, puis en espérant qu'on se revoit pour un autre sujet dans le futur. C'est sûr qu'on va se revoir. Merci à tous d'être arrivés. Merci. Parfait, on n'est plus en live. OK. Merci à tous les participants et participantes qui sont encore dans le Zoom. Oui, ils sont en train de se déconnecter progressivement. Parfait. Je vais arrêter de partager.